si on ne se pose pas pour réfléchir vraiment à la situation dans laquelle on est, qui n'est plus qu'à droite, mais à l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, en fait, les mesures qui sont prises, excusez-moi, mais on est à 2 doigts du fascisme quand même. Et ça, qu'est-ce que ça raconte sur nos sociétés? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Donc je trouve qu'il y a d'un côté une jeunesse éclairée, éveillée, et c'est comme si on voulait la faire taire, en fait. Oui. Et c'est pour ça que nous, on a monté ce collectif et qu'on réfléchit et qu'on s'unit et qu'on est solidaires. Parce que on peut pas laisser faire, en fait. On peut pas se taire. Et on a une responsabilité, nous, en tant qu'actrices. Nous sommes citoyennes, artistes, et nos récits artistiques sont des récits politiques. Et on s'est tu longtemps, on nous a fait taire, et on ne se taira plus jamais. En fait, alors moi, je parle, pour moi, hein, en tant que femme noire, réussir à faire ce métier sans finir ni à l'HP, ni en déprimant à un point, vous pouvez même pas vous imaginer le trésor d'inventivité, de résilience qu'il faut. Parce que quelque part, la structure même du cinéma fait qu'on ne doit pas être là, ou on doit être à un certain endroit qui est présupposé. C'est-à-dire que moi, femme noire, exotique à outrance, mon corps doit servir de fantasme, et donc je dois être à un endroit. Malheureusement, j'ai fait le travail de déconstruction, et heureusement pour moi. Et j'ai eu des alliés, notamment Aïssa Maïga. Et donc, on ne... Pardon, je suis émue, hein, excusez-moi. Pas de problème. On ne nous autorise pas à parler parce que dès qu'on parle, je vais reparler de ce qui s'est passé avec Aïssa Maïga au César, alors on peut pas être d'accord avec la forme, mais ce qu'elle a dit, le fond, les faits, qui sont des faits avérés. Comment, après ce qu'elle a dit, des politiques lui demandent de rentrer chez elle, comme si elle n'était pas française. Elle a reçu un tissu mais c'était tellement violent. Moi, j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux. C'était d'une violence extrême. C'est comme si, en tant que femme racisée, tu ne dois pas parler. Et si tu parles, si tu as l'outrecuidance de déplacer l'endroit d'où tu veux être, c'est tellement violent ce que tu prends que tu parles plus jamais. Mais malheureusement, et heureusement, nous, on a fait le travail de déconstruction, et surtout, on a un certain âge. C'est pour ça qu'on parle pour les générations, et je parle de transmission toujours, en fait. C'est important de donner les clés, en fait, de déconstruction de ce racisme ordinaire, en fait. Le ministre de l'Intérieur a dit, lors d'une audition à l'Assemblée cet été, quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Sous-entendu, ça n'existe pas. On parle de Gérald Darmanin, là? Oui, on parle de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que moi, je trouve extrêmement problématique que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur, dans la mesure où cette personne a quand même été accusée de viol et a reconnu avoir utilisé son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Donc en fait, que cette personne soit responsable de la police, je trouve ça vraiment problématique, et j'espère que le président de la République va faire que ça va changer, en fait. Parce que c'est juste pas possible que cette personne s'exprime au nom de la loi. C'est-à-dire qu'une personne qui est à ce point problématique du point de vue des violences sexuelles soit ministre de l'Intérieur, c'est un message catastrophique. C'est-à-dire que, par exemple, M. Macron, il a dit oui, on va faire la grande cause du quinquennat, les violences faites aux femmes, le féminisme, etc. Et qu'est-ce qu'il envoie comme message quand il nomme cette personne, en fait? Et qu'après, il le justifie sur le fait que d'homme à homme, ils se sont regardés dans les yeux, et il croit ce que dit M. Darmanin. Genre, mais qu'est-ce que c'est comme insulte, en fait, pour toutes les femmes qui sont victimes de violences et dont ça détruit la vie, en fait. Donc j'ai même pas envie de commenter ses propos, dans le sens où cette personne ne devrait pas occuper ce poste. Les petits frères, en fait, il n'y a pas un jour où ils n'ont pas été contrôlés par la police, à tel point que un de mes frères tutoyait et connaissait les prénoms des policiers. Il faut savoir que c'est une violence extrême. Parce que là, je prends les mots d'Iseult, c'est une violence extrême avec laquelle on se construit. Et effectivement, on peut parler de trauma. On peut parler de trauma. Et c'est pour ça que je rebondis sur pourquoi on a parlé, pourquoi avec Aïssa Maïga, on a coécrit le livre Noir n'est pas mon métier. C'était par notre prisme d'actrice, mais pour parler pour toute la société. Tous ces gens qui ne peuvent pas parler et qui vivent ça quotidiennement. Et c'est pour ça que quand on nous parle de brebis galeuses dans la police, non, il faut réfléchir à ce racisme qui existe, qui est un racisme structurel.
Et il faut combattre ce racisme-là. On peut pas être dans le déni tout le temps et faire comme si ça n'existait pas. Ce sont les faits, ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Adèle Haenel, vous avez commencé, vous, à lutter contre les violences sexuelles et pour le féminisme, mais vous avez rejoint la lutte contre le racisme et les violences policières. Comment est-ce qu'il s'est fait ce cheminement ? Et pourquoi est-ce que c'est important, évident de lutter contre les deux en même temps ? En fait, je dirais que dans les deux cas, déjà, c'est que moi, j'ai pris en charge mon histoire. Donc, je suis sortie d'un déni personnel, collectif aussi, concernant mon histoire. Et j'ai compris ce que ça avait aussi de super vivant de déconstruire et de travailler... justement, à sortir de tout ce que, d'une certaine manière, dont aussi parlait Nadège, d'un point de vue de l'assignation, en fait. Et je dirais que la chose qui réunit, à mon sens, vraiment de mon point de vue, les deux choses, c'est justement la notion de déni et le fait que, en fait, malgré les chiffres, dans les deux cas, c'est-à-dire les chiffres des violences racistes en France, ou je veux dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres de violences racistes, mais des chiffres des violences qui sont quand même très souvent vis-à-vis des populations non blanches. Issus de la police, etc. On a des chiffres. On a aussi des chiffres par rapport aux violences sexuelles. On sait que les violences sexuelles, ça concerne minimum, la question du viol, c'est minimum une femme sur 5 en fait. On les a ces chiffres, mais malgré tout, on continue de procéder comme si on les avait pas, comme si c'était impossible en fait. Et je trouve que la question pour moi qui se pose et qui fait que les deux luttes se rejoignent de manière évidente, c'est cette question du déni et le fait que, en fait, on veut passer dans une autre ère de la société. Une ère où il ne s'agit pas juste de morale, en fait. Il s'agit de politique, parce que ces choses-là sont des faits politiques, en fait. On a construit cette société dans laquelle on a discriminé les gens en fonction soit de leur couleur, soit de leur genre. Et à l'intersection de ces deux choses-là, évidemment, notamment, je veux dire, mais on peut parler du validisme, il y a beaucoup de strates de domination, et cette société produit de la violence, qui longe ces lignes-là. Et en fait, la sortie du déni, c'est de dire il faut déconstruire ces lignes qui structurent de discrimination, qui structurent la société, parce qu'elles génèrent de la violence. Et voilà, et donc c'est pour ça que, pour moi, les deux choses se réunissent. Et aussi, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le fait que ce soit des faits politiques et non pas des faits naturels, ça fait qu'en fait, on peut agir dessus. Et que nous, si par exemple, on était à la manifestation samedi, c'est pas juste parce qu'on pense que c'est juste, c'est parce qu'on pense que c'est faisable. On pense que politiquement, c'est faisable de sortir de cette société. Mais il faut que politiquement, on acte de ce qu'on a sous les yeux, de la violence qu'on a sous les yeux, et qu'on commence à se dire, en fait, ça n'est pas tolérable de voir une image d'un homme qui est dans une tente, qui n'a plus rien, qui est réfugié, qui est malmené, sorti comme ça de sa tente par quelqu'un qui va se revendiquer des forces de l'ordre, à qui on va lui jeter son duvet et je sais pas quoi, les dernières choses qui lui permettent de survivre dans l'hiver, et qu'après on va envoyer sa tente à la broyeuse. Je veux dire, on devrait même pas. C'est juste intolérable en fait. La brigade des mineurs de Paris, c'est pas le premier dossier que nous avons à traiter directement avec eux, et nous avons eu pendant, je dirais, les 6 dernières années, beaucoup de clients, de plaignants qui ont pu nous exprimer leur incompréhension à la lecture des dossiers d'enquête que nous récupérions après des classements sans suite, en nous disant mais là il y a un procès-verbal d'attache téléphonique, je n'ai jamais dit ça par téléphone, je ne comprends pas. Nous allons avoir de manière très récurrente comme ça des plaintes de nos clients sur des propos qui n'ont jamais tenu ou qui ont été modifiés. Et ça, c'est un dysfonctionnement que nous avons depuis plusieurs années. Dès le début, dans cette enquête sur cette école-là, nous allons être submergés par les témoignages de familles qui vont nous faire état du fait quand ils se déplacent à la brigade des mineurs, on refuse la plainte, de parents qui vont nous dire qu'ils ont appelé la brigade des mineurs et qu'on leur a dit que tout ça était un malentendu entre l'animateur en question et les enfants. Dès le départ, nous sentons les dysfonctionnements. Et quand je vais être dans l'obligation de prendre téléphoniquement avec la brigade des mineurs, dans un moment où moi j'ai en ma possession plusieurs plaintes qui sont déjà rédigées par mon cabinet, et nous parlons de faits de viol et d'agression sexuelle, je vais avoir cette précaution, au regard de tous ces dysfonctionnements que je connais, d'enregistrer la conversation. Pourquoi ? Parce que le procès verbal d'attache téléphonique est un procès
procès-verbal qui n'est pas soumis au contradictoire. Libre à l'OPJ qui a quelqu'un au téléphone de verser dans le dossier d'enquête, avec sa propre retranscription et ses propres mots, la teneur de cet échange téléphonique. Donc je vais effectivement prendre cette précaution au regard des attitudes, des dysfonctionnements que je connais de la brigade mineure et tout particulièrement dans ce dossier. Et qu'est-ce qu'elle vous dit au téléphone, la policière ? Cette policière, elle va être très véhémente. Elle va se sentir tout de suite attaquée par ce coup de téléphone fait par un avocat. Il va falloir tout un moment où je vais lui expliquer qu'on est là pour travailler avec eux, que nous sommes dans le même intérêt, bien compris, de manifestation de la vérité. Et je vais lui expliquer que les parents sont inquiets, qu'il est en train d'être dit qu'il peut y avoir un classement sans suite. Et je vais lui expliquer que j'ai plusieurs plaintes entre les mains et que je souhaiterais les lui communiquer, la rencontrer pour parler un peu de toute cette affaire un peu exceptionnelle. Et elle va le refuser. Elle va, à plusieurs reprises, sur plusieurs de mes questions, dire que ça ne l'intéresse pas pour le moment, qu'elle ne souhaite pas ces plaintes pour le moment, et ce à quoi je vais dire, dans ce cas-là, je vais devoir passer par le procureur. Mais c'est autorisé de ne pas accepter une plainte ? Ah non, la loi oblige... Alors comment vous expliquez qu'elle dise non, ça ne m'intéresse pas ? J'ai pas forcément des explications, je peux faire qu'un constat. Le constat est que sur la juridiction qui relève de Paris, nous n'arrivons pas à faire aboutir les affaires d'agression sexuelle et de viol au sein des écoles. La pratique que moi j'ai pu constater dans les dossiers, on en a quand même pas loin d'une quarantaine au cabinet, c'est qu'au-delà de 3 plaintes, ils arrêtent en fait l'enregistrement des plaintes au chiffre 3, voire 4. Tout ce qui arrive après est tout simplement rejeté, on ne rappelle pas les familles, parce que je pense que sur 2, 3 ou 4 plaintes max, le parquet n'a pas de velléité à aller plus loin dans la compréhension du dossier et qu'il est plus simple de faire un PV de synthèse qui amène à un classement sans suite. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté, très honnêtement, de cette brigade de couvrir des faits. Je pense que les dossiers de pédophilie à l'école sont des dossiers qui sont complexes, qui sont lourds à traiter, qui demandent un investissement humain, un investissement matériel colossal. Quand on parle de pédophilie à l'école, c'est potentiellement 300, 400, 500 auditions qui vont se faire au niveau des enfants. C'est une brigade mobilisée au moins sur 6 ou 8 personnes pendant des mois et des mois. Et c'est extrêmement lourd. Et la brigade des mineurs de Paris me semble être une brigade en souffrance de toute façon sur le plan humain et sur le plan matériel. Ce que Macron ignore, je pense, c'est que le New York Times est aguerri après bientôt 4 ans de Trump, qu'il accuse d'être l'ennemi du peuple, le fake news, qu'il attaque quotidiennement, même plusieurs fois par jour sur Twitter. C'est pas un coup de téléphone du président de la France qui va les mettre à genoux. Donc, je pense qu'il a mal calculé son coup. C'est quoi, un peu d'orgueil là-dedans? Beaucoup d'orgueil? On l'appelle quand même Jupiter, le président jupitérien. Je pense qu'on a quand même cette image de Macron comme quelqu'un qui est très convaincu de ce qu'il pense et que si ça passe pas, c'est, comme on vient de le dire, que les autres ne comprennent pas et qu'il faut juste un peu plus de pédagogie. Et bon, on va pas parler comme ça au New York Times, qui est quand même un média hautement professionnel et où les gens... C'est pas qu'ils fassent jamais d'erreur, mais quand même, il y a parfois des erreurs, mais c'est un média assez solide. Voilà, c'est un média sous Trump en plus qui a produit beaucoup d'enquêtes assez dévastatrices pour le président. Ils ont vu le nombre de leurs lecteurs exploser entre-temps, donc ils sont pas très concernés. Started this role just a couple of days after the Harvey Weinstein story broke. And so Me Too was erupting all around us. And so for the first 6 months or so, I was just completely immersed in that coverage from a global perspective, from a national perspective, how it was affecting change inside companies, every angle you could possibly think of. It was Me Too all the time. But one of the big early franchises that we launched was a series called Overlooked. And the idea was, we realized when looking back at our obituaries, so obituaries have existed in the New York Times since its founding in 1851, and we pulled the numbers and found that over time, the vast, vast majority of those obituaries were about white men. Now, white men don't die more than other people, so there was an imbalance there. And we, through our research, noticed that there were these incredible
women and heroes and playwrights and, thinkers who had passed away at various points and never received the kind of official obituary in the New York Times. And so we called the series Overlooked, because essentially these women had been overlooked by the institution, who didn't believe that they were important enough to warrant an obituary in the New York Times. Léna, si on te reçoit ce soir, c'est pour finalement un prolongement de ce travail, c'est que tu es récemment devenue responsable éditoriale des questions de genre à Mediapart. Alors ce poste, il existe dans d'autres médias dans le monde, mais c'est une première en France. Tu en parles d'ailleurs dans ce billet de blog qui est actuellement sur la page d'accueil de notre site. Alors, Lénaïque, le mot genre, il fait parfois un peu peur en France. Je vois déjà des gens qui regardent cette émission, qui lèvent les yeux au ciel, nous disent qu'est-ce que c'est encore. Lénaïque, de quoi s'agit-il ce poste et pourquoi c'est important ? C'est important parce que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas un gadget, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire un effet d'affichage. C'est pour essayer de mieux faire notre travail. De manière très modeste, très humble. En fait, on fait un constat aujourd'hui qui n'est pas un constat propre à Mediapart, mais qui est largement documenté par plein de travaux, de recherches, par plein d'études, tout ce qu'il y a de plus officiel du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, du Haut Conseil à l'égalité, ou bien d'un projet global, mondial, de monitoring des médias, en fait, qui recense comment les femmes, en fait, à chaque fois, sont invisibilisées de manière générale dans la presse. En réalité, si on prend l'exemple de la dernière étude dont je parle, pour juste donner un ordre d'idée, même si la méthodologie peut prêter à discussion, on a en 2015 un comptage qui est fait dans la presse française que les femmes sont comme source ou comme personnes interrogées, comptent pour 24% des personnes interrogées sur une journée. Donc ça dit en fait la réalité de l'ampleur du décalage entre la réalité d'une population paritaire et d'une représentation médiatique qui les invisibilise. Ça a des conséquences. C'est pas juste compter pour compter. Cette invisibilisation, elle contribue à renforcer deux choses, principalement les stéréotypes, parce qu'on voit que quand elles sont citées, les femmes sont dans une certaine catégorie de domination, en fait, c'est-à-dire comme témoins, très rarement comme expertes. Là où le décalage est le plus fort, c'est par exemple dans la politique, c'est-à-dire la prise de décision publique. Et l'autre chose, c'est que ça contribue à renforcer les inégalités. Et c'est là aussi où c'est notre travail de journaliste de le documenter. Plus on invisibilise, moins on en discute, moins on le montre, plus ces inégalités sont renforcées. Et aujourd'hui, on le sait, dans la réalité du monde du travail, de l'accès à la santé, de l'accès à l'école, évidemment dans la question des violences sexistes et sexuelles, il y a de très fortes inégalités qui persistent. Et précisément, notre travail, il est de les mettre au jour. Donc c'est pour ça, c'est ce raisonnement-là qui conduit au fond, à la création de ce poste. Alors, très concrètement, quel va être ton rôle à Mediapart ? Ça veut dire quoi, responsable éditorial des questions de genre ? On appelle ça gender editor parfois dans le monde anglo-saxon. En fait, il y a deux choses, il y a deux volets. Il y a un volet très classique de coordination éditoriale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de journalistes à Mediapart, avec à l'intérieur, évidemment, Marine Turki, mais d'autres aussi, qui contribuent à la couverture de ces questions, de ces sujets, et puis des journalistes pigistes. Donc il y a une coordination de la production de nos articles, pour les mettre en cohérence, pour leur donner du sens, pour faire résonner des choses, etc. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il est d'avoir des discussions, alors c'est là où c'est plus impalpable, plus difficile en fait à démontrer, transversales au sein des différents services du journal, avec les différentes équipes, pour essayer justement de veiller à ne plus invisibiliser, ou en tout cas moins visibiliser les femmes qu'elles devraient l'être. Quand je dis les femmes, c'est presque une catégorie générique en fait, parce que c'est un raccourci pour essayer d'expliquer à ceux et celles qui nous regardent. En fait, c'est effectivement les femmes, et aussi évidemment dans la dimension très importante de classes sociales qui sont également invisibilisées, ou d'origine raciale invisibilisées de la même manière. Et en fait, ça se recoupe. C'est évidemment trop les mêmes problématiques. Et tout cette question-là, comment on fait dans notre couverture pour ne pas perpétuer ces stéréotypes et cette invisibilisation, ça passe par ces discussions éditoriales de manière transversale. Avoir 20 ans en 2020, c'est pas facile. Vous avez envie de lui répondre quoi ? C'est sûr que d'avoir 20 ans en 2020 sous Macron, c'est vraiment pas facile. Sous Macron et en plein Covid, c'est vraiment pas facile. Donc moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il faut qu'il arrête de mentir. Et qu'il arrête ses opérations de communication politique pour aller soi-disant draguer un nouvel électorat jeune. En fait, il n'est pas crédible, on ne le croit plus, il a piétiné la démocratie, il a piétiné nos droits fondamentaux ces dernières années.
Donc en fait, moi j'ai envie de lui dire, c'est même pas la peine d'essayer, entre guillemets, c'est mort. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, notre seule responsabilité, c'est d'organiser la résistance face à lui, face aux intérêts qu'il protège et de construire la société de demain. Beaucoup d'élus sont loin des réalités, voilà. Et nous, ce qu'on vit au Secours catholique, on appelle ça la culture de la rencontre. C'est aussi une notion que le pape François aime beaucoup. C'est-à-dire que ce qui fait basculer les gens, c'est de rencontrer une personne pauvre, les yeux dans les yeux, comme ce monsieur qu'on vient d'écouter, pour bien comprendre ce qu'il vit. Et dire que c'est pas des histoires qui se racontent. Ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être dignes, ils ont envie de mener une vie comme tout le monde. Et en fait, on est juste bourré de préjugés sur les pauvres. Et les hommes politiques et les femmes politiques, au moins autant, si ce n'est plus que la majorité de la population. Donc des préjugés qu'il faut dire, non, mais bon, ils font pas vraiment beaucoup d'efforts pour s'en sortir, non, mais ils sont quand même paresseux, non, mais ils sont quand même profiteurs, puis on va pas leur donner trop d'aide parce que sinon, ils vont rester chez eux à regarder la télé, à boire des... Il y a des préjugés dans la société, mais qui sont mortifères. Donc. Et c'est ça qu'il faut qu'on casse. Et c'est pour ça que nous, on dit que quand on prépare une décision politique importante, il faut mettre autour de la table les précaires, les gens les plus pauvres, les gens les plus fragiles, pour les entendre, comprendre ce qu'ils vivent et du coup prendre les bonnes décisions, parce que si on les écoute pas, on prend toujours les mauvaises décisions. Et donc ça finit par coûter cher, effectivement, comme disent certains. Mais voilà, c'est cette rencontre qu'il faut arriver à faire, et plus on est dans peut-être des sphères gouvernementales élevées, et moins on est à l'écoute de ces personnes-là, et donc plus on prend des décisions qui sont un peu décalées, quoi.